La 38e rencontre internationale pour la paix s'est ouverte à Paris le dimanche 22 septembre dernier et s'est achevée le mardi 24 septembre. Ce rassemblement de chefs d'État, de représentants d'ONG, d'universitaires était placé sous le thème « Imaginer la paix ». Dans un monde marqué par un regain de la guerre et des conflits, comment peut-on imaginer la paix? Pour en parler, je reçois le responsable des relations internationales de la communauté Sant'Egidio, Mauro Garofalo. Mesdames, Messieurs, bonsoir, installez-vous et bienvenue dans le Face à Face. Bonsoir Mauro. Bonsoir Carlyle. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Global Africa Télé Sud. Comment vous allez? Ça va très bien. Ça va toujours bien quand on est à Paris. Justement, Paris accueille depuis ce dimanche la 38e rencontre internationale pour la paix de la communauté Sant'Egidio. Pourquoi le choix de Paris? C'est dans la continuité des JO ou c'était un choix prévu d'avance? C'est un rêve qui devient réalité de faire la rencontre internationale pour la paix à Paris, que c'est une ville mondiale, globale, un carrefour de dialogue. C'est le lieu bon, c'est le bon lieu pour faire cette rencontre ici. Il y a aussi une dimension politique. Le président français Emmanuel Macron est très proche de la communauté. Est-ce qu'il a milité pour que Paris accueille ce forum? Moi, je dirais qu'il y a deux responsables de l'invitation à Paris. C'est sans doute l'archevêque de Paris, Monseigneur Ulrich, et le président, que je rappelle, a assisté il y a 2 ans à la rencontre de Rome, quand, ensemble avec le président de la République italienne, ont inauguré la rencontre de Rome en 2022. Donc aujourd'hui, c'est Paris. Et quelles sont les thématiques, les nouvelles thématiques abordées lors de cette 38e édition? Mais on s'est donné un titre cette année. Imaginer la paix. Imaginer la paix, exactement. Une paix qui semble-t-elle inimaginable, qui échappe à tous les raisonnements. Mais il faut que les leaders de religion, ensemble avec les hommes de culture et les responsables politiques, fassent un effort pour imaginer une nouvelle paix, une nouvelle typologie de paix. Et c'était les efforts de ces 3 jours, pendant, je pense, 22 tables rondes sur des différents sujets. Vous étiez durant ces 3 jours au sein de ce forum. Quel était l'état d'esprit? Est-ce qu'il y a une vraie volonté d'imaginer la paix, pour reprendre le thème exact? Je dois vous dire la vérité. Il y a un pessimisme aussi parce que le monde n'est pas... Exactement. J'étais en train de dire exactement ça. Il y avait un sens de révolte contre le pessimisme, contre l'irrélevance. Avoir la possibilité d'imaginer un futur différent, malgré les guerres, il y a 56 guerres maintenant dans le monde, mais ne pas échapper aux responsabilités, les hommes de religion surtout, à vivre ensemble, à se comprendre réciproquement. C'était ça l'effort, l'engagement qui a été vécu de façon chorale par tout le monde. Il y a un pays africain qui a été mis à l'honneur cette année, c'est la Côte d'Ivoire. Pourquoi le choix de ce pays concrètement? Alors, je dois dire quelque chose avant de vous répondre. Sant'Egidio est présent dans une trentaine de pays africains. Je peux vous dire aussi que moitié des membres de Sant'Egidio sont africains. Donc, on est partout du Sénégal au Mozambique. Et la Côte d'Ivoire n'est pas exception. Il y a une grande relation entre le pays. Le président de la République ivoirienne est venu nous visiter. Oui, monsieur le président Alassane Ouattara. Il y a une très belle communauté là-bas qui fait beaucoup de travail avec le pauvre et avec les personnes âgées, les enfants de la rue. Donc, cette fois-ci, nous avons choisi la Côte d'Ivoire. Mais il faut dire qu'il y a toujours une présence de haut niveau des pays africains à la rencontre pour la paix. Ce forum, c'est une rencontre qui met au cœur le dialogue des religions. Quel constat faites-vous en tant que responsable des relations internationales au sein de la communauté de ce dialogue des religions? Est-ce qu'il a progressé depuis le dernier forum ou est-ce qu'il tangue aujourd'hui? Mais il n'y a pas une réponse univoque à votre question. Il y a des grands signes d'espoir. Je pense par exemple au dialogue entre chrétiens et musulmans, qui ça marche énormément, beaucoup plus que dans le passé. Vous vous rappelez du document de la fraternité humaine signé par le pape, le grand imam d'Al-Azhar récemment, et la visite du pape François à Najaf pour voir le cheikh Al-Sistani. Il y a des grands signes d'avancement sur ça. Malheureusement, ce qui se passe en Terre Sainte, malheureusement, certaines divisions dans le grand monde de l'orthodoxie, c'est des grands problèmes, c'est des problèmes graves sur lesquels il faut travailler, mais dans un esprit de dialogue. Et donc, c'est à cette occasion que le pape François s'exprimera dans la soirée du mardi. Quelles sont vos attentes du discours du Saint-Père?
Le Saint-Père nous a toujours encouragés. Et je dois dire que cette série de rencontres est née par l'intuition prophétique d'un pape, le pape Jean-Paul II, qui en 1986 avait convoqué les leaders pour prier pour la paix à Assise. Sant'Egidio a décidé déjà en 1987 de continuer cette série de rencontres à chaque année dans une ville différente. Aujourd'hui, on est à Paris et le pape n'a jamais cessé de montrer son soutien au dialogue. Le pape est un homme de dialogue, comme tout le monde le sait. Oui, oui. Donc cette année, c'est à Paris et le prochain forum, vous avez déjà le lieu? Vous me demandez de dévoiler un secret que c'est toujours... On peut pas l'exclure sur nos antennes, pourquoi pas? Ce sera annoncé, ce sera la dernière intervention de la cérémonie de clôture. Donc vous l'allez écouter dans quelques heures. Bien sûr, pas de souci. Imaginez la paix dans un monde en crise. Moi, j'aimerais qu'on s'attarde sur quelques crises qui minent un peu notre monde. En Ukraine, par exemple, nous rentrons dans la 3e année du conflit. Mais comment la communauté internationale peut s'engager dans la résolution du conflit? Comment votre communauté, surtout, s'investit, amène un peu la communauté internationale, les Ukrainiens, les Russes, à imaginer la paix? Quelles sont les actions qui sont menées par Sant'Egidio? Sur la crise ukrainienne, sur l'invasion de la Russie en Ukraine, on pourrait dire plusieurs choses. Il faut sans doute changer de paradigme, car les solutions qui ont été offertes jusqu'ici n'ont pas marché. Et comme vous l'avez bien dit, on s'approche aux 3e années de guerre. Et pour nous, c'est une grande souffrance. Nous avons une très belle communauté de Sant'Egidio en Ukraine qui souffre et qui lutte pour tenir ouverts tous les services avec les pauvres. C'est vraiment, nous prions toujours pour... Sant'Egidio s'engage dans la résolution des conflits depuis le Mozambique, à partir de la fin des années 80. C'est un espace de dialogue confidentiel, amical, artisanal, si vous voulez. Je cite le président Macron qui hier nous a invités à être des artisans de paix. Et je dois dire que plusieurs gouvernements et mouvements de non-state actors se sont tournés vers Sant'Egidio pour chercher des solutions. Nous le faisons de façon gratuite, mais professionnelle, je dois dire. Et nous espérons de pouvoir continuer à œuvrer pour la paix, car c'est la chose la plus urgente en ce moment. Mais en Ukraine, c'est quoi la clé concrètement? On voit qu'il y a divers plans de paix qui sont proposés un peu partout, du côté de l'Ukraine et du côté de la Russie. Comment arriver au juste milieu concrètement? Il faut, dans la vérité des relations internationales, c'était une invasion injuste. Il faut trouver des garanties de sécurité pour les deux pays, je pense. Et au Moyen-Orient aussi, on fait face à une résurgence des conflits avec l'attaque d'Israël au Liban. Le Moyen-Orient s'embrase. Est-ce que vous avez peur? Nous avons peur d'un élargissement du conflit. Nous espérons que la calme et surtout le sang-froid reviennent sur la Terre Sainte, sur Israël, Gaza, Palestine et tout ça. La violence n'est pas la solution, ne sera jamais la solution. La solution, c'est dans le dialogue et dans le dialogue politique. Et il faut aussi que la communauté internationale se mette ensemble pour trouver une vraie solution à deux États, comme était plus. Mais vous connaissez très bien les relations internationales, j'imagine. Oui. Et, pardon, mais ce discours de la solution à deux États, est-ce que ce n'est pas totalement un leurre aujourd'hui? Est-ce qu'il est encore d'actualité? Est-ce qu'un État israélien et palestinien vivant côte à côte en toute sécurité est-il encore possible? Si vous pensez que c'est inimaginable une solution telle que les deux États ou une coexistence... La radicalité du Hamas et du gouvernement d'extrême droite en Israël, est-ce que c'est réellement possible d'arriver à ce point-là aujourd'hui? Mais est-ce que c'est réellement possible d'effacer, qu'une des parties efface l'autre? Et je ne nomme de partie. C'est aussi inimaginable. Donc on est forcé à faire du dialogue. C'est une nécessité, c'est une urgence. En Afrique, il y a un conflit qui est souvent oublié, c'est au Soudan, la guerre qui oppose les deux généraux et qui fait des dizaines de milliers de morts, des millions de déplacés, qui provoque la famine. Là encore, quelles sont les actions menées par la communauté pour non seulement résoudre le conflit, mais aussi accueillir ces migrants ou lutter contre la crise humanitaire qui frappe? Il y a de différentes initiatives prises par Sant'Egidio. La première, c'est d'essayer d'assister les réfugiés qui sont échappés, qui sont allés à Adré au Tchad. On a visité le camp. On est en train de faire de l'assistance humanitaire là-bas. Et c'est vraiment une situation pénible, très difficile.
l'autre action que Sant'Egidio a prise récemment, c'est de ne pas oublier, comme vous l'avez justement dit, c'est un conflit oublié. Justement. On a fait une conférence de presse à Rome, ensemble avec des entités humanitaires et d'autres entités faith-based, pour inviter la communauté internationale à ne pas oublier le conflit, qui c'est énorme en termes numériques, ça dépasse d'autres conflits. Donc ne pas oublier, aider aider d'un point de vue humanitaire les réfugiés, surtout au Tchad, mais en Centrafrique aussi, la République centrafricaine. Sur le dialogue politique, les choses n'avancent pas. Clairement, on a vu la conférence de Genève qui n'a pas achevé, en effet. Il n'y avait pas la totalité des participants. Nous sommes toujours prêts à faire quelque chose, mais il faut que les protagonistes de la crise soient disponibles à parler. Et en ce moment, on n'est pas exactement là. Il n'y a pas de réponse favorable des deux côtés pour discuter avec vous ou pour aller vers une résolution de conflit sous l'égide de la communauté? En ce moment, il n'y a pas une discussion sous l'égide de la communauté. Très bien. Vous êtes aussi beaucoup engagé dans le développement des rapports Nord-Sud, comme on dit aujourd'hui. Ouais. Actuellement, sur l'Assemblée générale des Nations unies, que peut-on encore espérer de cette organisation? Écoutez, Khalil, moi, j'ai vu les Nations unies un peu partout dans le monde. Si vous pensez aux divisions du Conseil de sécurité, justement, on devient tous désespérés, c'est vrai. Mais en même temps, si vous voyez à la fois le travail extraordinaire qu'ils font les missions de paix, à la fois, vous pensez à MINUSCA, vous pensez à d'autres missions, la protection des civils. C'est vrai, c'est un organisme en grande difficulté, comme tout le multilatéralisme dans le monde. Mais quel monde serait-il sans multilatéralisme, sans Nations Unies? Il faut réfléchir aussi sur ça. Il faut réformer... Le Conseil de sécurité, il faut réformer le Conseil de sécurité de l'ONU. C'est plus que jamais important aujourd'hui pour vous. Ben, ce n'est pas à nous de donner des suggestions sur la réforme de ce Conseil de sécurité, mais souvenez-vous, pendant la Covid, l'appel du secrétaire général pour un cessez-le-feu global, qui n'a pas eu de réponse des pays membres. Mais c'était le moment, quand le monde découvre, à cause de la pandémie, qu'on est tous sur le même bateau, d'arrêter les combats, et on n'a pas pu faire ça. Et dans cette partie du monde appelée aujourd'hui le Sud global, l'Occident est assez mal vu. Comment retisser aujourd'hui les liens entre l'Occident et ces pays-là? Bah, là aussi, c'est le moment d'un nouveau paradigme, un paradigme pas d'un paternalisme de la part de l'Occident qui viennent apprendre quelque chose aux autres, mais d'une collaboration, j'ose dire, fraternelle entre les pays. Nous, il y a un motto à Sant'Egidio que les églises doivent être sœurs, mais les peuples doivent être frères. Donc c'est un ancien motto. Et quels doivent être désormais les axes de coopération entre le Nord et le Sud pour éviter de tomber dans ce paternalisme que vous évoquez? Une chose sur laquelle on peut coopérer, c'est par exemple l'immigration. On en parlera tout à l'heure. Ouais. J'avais imaginé. Dans le sens que l'accueil est important, et dans le sens que nous, on ne peut pas imaginer de construire des barrières, des murs ou des blocus navals pour fermer les jeunes, les millions de jeunes qui cherchent un futur meilleur. Donc il faut développer les pays, il faut aider les pays à se développer, mais il faut aussi penser que c'est des choses gouvernables à la fin. Nous avons mis en place un programme de couloir humanitaire en Europe, en France notamment, en Italie, en Belgique et dans d'autres pays, qui marche très bien, car c'est penser de la choix des migrants les plus vulnérables jusqu'à le dernier jour de l'intégration. Ça, il faut le faire. Et justement, parlant d'immigration, on entend ici dans l'Hexagone, en France et dans certains pays européens, une sorte de surpopulation. Est-ce que vous pensez que l'Europe est envahie aujourd'hui par les migrants? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est Paris qui est envahi par Sant'Egidio. Non, pas du tout. Mais c'est une invasion pacifique en tout cas. Ouais. Et non, je ne pense pas. Je ne pense que l'Europe a besoin de jeunes, a besoin de nouvelles énergies. C'est un peu le sens du discours du président Macron. Il disait le dimanche, nous avons un immense besoin d'immigration, y compris pour transformer les institutions internationales. Oui, mais l'immigration, ça devient toujours un objet de débat politique pour gagner quelques votes. Mais c'est le moment de se regarder au miroir et de dire, nous avons besoin de ça. Mais il y a quand même une crise migratoire, vous êtes d'accord? Quand on voit la situation à Lampedusa. Bien sûr. Ah, bien sûr. Comment on répond, comment on évite ces drames qu'on voit dans la mer de Lampedusa, des situations qu'on voit à Sfax en Tunisie? Quelle est la meilleure réponse aujourd'hui
Comment votre communauté se penche sur cette question? Est-ce qu'il y a des propositions qui ont été faites pour éviter ce drame? Il y a une longue série de conférences de presse de Saint-Égidio sur ça. Je pense qu'accueillir et sauver les vies dans la Méditerranée et au désert, c'est un devoir. Il ne faut pas éviter. Il ne faut même pas penser que ce n'est pas nécessaire. C'est un devoir tous les jours. En même temps, il faut un souci de responsabilité de la part de nos gouvernements au-delà de la Méditerranée et du gouvernement du sud de la Méditerranée pour essayer de rendre ça plus normal, plus régulier. Par exemple, avec des quotas de visa à donner pour des permissions de travail. Ça, c'est la partie occidentale qui doit mettre en place. Exactement. Oui, mais il ne faut pas la mettre en place à Paris ou à Berlin, mais il faut la mettre en place aux ambassades au pays. Ah, d'accord. Donc, c'est les directives qui sont données depuis les chancelleries sur les capitales. Pas de souci. Il y a aussi la lutte contre le terrorisme, qui est un sujet assez important. Le Sahel, où votre communauté est beaucoup investie. Le terrorisme continue de sévir. Quel regard portez-vous, par exemple, sur la stratégie mise en place par les nouveaux dirigeants des alliances des États du Sahel pour répondre à ce fléau-là? Est-ce que la tactique isolationniste, le tout sauf l'Occident, ne compromet pas cette lutte-là, selon vous? Le terrorisme, l'extrémisation, c'est un phénomène qui n'est pas limité au Sahel, comme vous le savez bien, au Moyen-Orient. Qui frappe plus aujourd'hui au Sahel. Vous regardez par exemple le nord du Mozambique, avec l'État islamique au nord du Mozambique, qui a fait pas mal de dégâts et beaucoup de morts là-bas. Et je dois dire aussi que là, au Mozambique, les premières victimes étaient les communautés musulmanes. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Le dialogue est très important entre les religions. L'amitié entre chrétiens et musulmans est très importante sur ça. Mais à la fin, de quoi il se nourrit l'islamisme, l'extrémisme, disons, un sujet comme l'État islamique? Il se nourrit de la manque de futur et d'espoir des jeunes. Moi, jeune, à 12 ans, 15 ans, 16 ans, je n'ai aucune possibilité devant moi, ni de travailler, ni d'étudier, ni de rien. Si quelqu'un m'offre une sortie, de l'argent, un futur, je suis avec. C'est comme une nouvelle révolte, disons. C'est même des jeunes qui ne proviennent pas d'une famille islamique ou islamisée, excusez-moi. C'est la possibilité qui tombe dans la logique de l'islamisme de l'extrémisme est toujours là. Vous allez me corriger mon français. On le prend comme ça. Eh bien, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ce que les États occidentaux ont échoué dans leur lutte contre le terrorisme au Sahel, vu comment ils sont partis en catastrophe. Hein. Ça, c'est plutôt clair, je dirais. Et je pense que certains bouleversements institutionnels des pays du Sahel, c'est dû aussi à ça, à la manque d'une vraie réponse vers les questions de l'extrémisation du pays. Le forum aussi a traité de la question de la démocratie en Afrique. L'Afrique a connu ces dernières années une succession de coups d'État. Craignez-vous un recul démocratique sur ce jeune continent? Et oui, nous, on a eu beaucoup d'interventions sur ça. Je me souviens d'un intervenant qui nous a dit les jeunes africains sont très affectionnés à la démocratie, ils veulent la démocratie. Il y a des problèmes de pratique de la démocratie. Mais, et ça dépend aussi de l'Afrique, hein, car toute l'Afrique, ce n'est pas un continent homogène. Parce que dans les pays anglophones, ce n'est pas le même problème. Hein. Voilà, vous avez exactement répété les mots de l'intervenant de ce matin. Mais moi, je vois aussi des pays qui font de progrès et des pays qui font de recul. C'est trop compliqué à donner une réponse au niveau qu'à ça, je pense. Mais comment on peut arriver à stabiliser, à consolider la démocratie aujourd'hui sur le continent? École, responsabilité citoyenne, une présence de l'État qui n'est pas une présence qui opprime, mais une présence qui aide la jeunesse à se développer. Ça passe par ça, évidemment. Le partage des richesses et tout ça. C'est une abécédaire des actions à prendre. Mais encore une fois, il y a des pays qui progressent sur ça, et beaucoup même. Il y a de l'espoir, beaucoup d'espoir même. Il y a un nouveau thème qui est abordé aussi durant ce forum, c'est la question de l'intelligence artificielle. Oui. Pourquoi vous l'avez mis au cœur de ce forum? C'était un forum très intéressant, j'ai assisté personnellement. Et l'intelligence artificielle, est-ce qu'il y a besoin d'une nouvelle éthique, d'une nouvelle série de règles qui contrôlent l'intelligence artificielle? Est-ce que l'intelligence artificielle est liée
à les discours de la haine, surtout sur l'Internet, sur les réseaux sociaux. C'était des discussions qui sont en cours. Moi, j'ai aperçu une nécessité de nouvelles règles, d'un nouveau, encore une fois, un nouvel paradigme de régulation sur l'intelligence artificielle. Mais c'est urgent, car la progression technologique est assez plus vite que la culture autour de ça. Est-ce que l'Afrique est prête, selon vous, aujourd'hui, pour accueillir cette innovation? Ou comment l'accompagner si ce n'est pas le cas? Ça, c'est une question peut-être très compliquée. Je vois que les jeunes Africains, au moins de l'Afrique que je visite, ils sont toujours connectés, ils sont toujours avec un écran devant. Ils sont pleinement intégrés dans un monde global et digital même, et numérique si vous voulez. Et donc je pense qu'il faut faire vite là aussi. Il y a aussi la question des minorités hein, qui fait débat en Afrique. Et je pense que là, vous n'avez pas beaucoup d'audience. Hein. Parce que l'Afrique reste très, très conservatrice sur ces sujets. C'est. Comment on répond à ce problème? Est-ce qu'on respecte les valeurs ou on incite à protéger de plus en plus les minorités? Je pense que c'est à eux de décider, non? On n'a rien à apprendre. Voyons la voie qu'ils vont choisir. Très bien. Il y a aussi la question de l'historicité de la Casamance sur laquelle vous êtes très, très engagé. Donc, parlant de la Casamance et même de la Centrafrique, comment la communauté s'est engagée dans la résolution des conflits? Quelle est la recette magique, j'ai envie de dire? Il n'y a pas de recette magique, c'est se mettre à l'écoute des situations, des douleurs d'une population ou d'un État, d'un peuple, essayer de trouver ensemble des solutions raisonnables, faisables, sans imposer rien à personne. La communauté de Saint-Égide n'a jamais eu le pouvoir d'imposer quelque chose à quelqu'un. Donc c'est dans l'écoute, c'est dans des relations personnelles, je voudrais dire d'amitié, qu'on trouve ensemble la solution. Et les partis en cause sont les vrais protagonistes du dialogue. Donc c'est un peu comme ça. C'était le cas du Casamance. On a obtenu un cessez-le-feu qui a resté en place pour des années, pour une décennie presque. Ou pour la Centrafrique, on a beaucoup travaillé avec les groupes armés du nord du pays, du nord de l'ouest, du sud, un peu partout. Alors, j'ai une question un peu plus personnelle pour vous. À quoi répond votre engagement au sein de la communauté? Moi, j'ai rejoint la communauté quand j'avais 15 ans. J'étais au lycée, première année du lycée. Il y avait un groupe de jeunes de Saint-Égide, la Ligue de jeunes de Saint-Égide, qui faisait l'école avec les enfants pauvres de la périphérie. C'est comme ça que j'ai connu la périphérie il y a 1991. Wow. Donc je suis encore pas trop vieux, mais il y a déjà 35 années d'histoire. Et vous êtes beaucoup sur le continent africain. Hein. Quel souvenir gardez-vous? Quel est votre meilleur souvenir depuis votre parcours au sein de cette communauté sur le continent africain? Moi, je dois dire le travail qu'on a fait en Centrafrique à partir de 2013, à partir de l'arrivée de Seleka, en essayant de créer un vrai dialogue entre les partis politiques, les groupes politico-militaires, la société civile. C'est un travail qui a duré et qui dure encore, car on en a encore besoin. Mais je pourrais dire que c'est ma deuxième maison, désormais. Une dernière question. Quels sont les défis qui attendent la communauté dans les années à venir? Quels sont les grands défis sur lesquels vous penchez là? Là, c'est une question énorme. Je ne peux que donner des petites réponses. Je pense que dans un monde fragmenté, des simplifications arrogantes même, nous croyons au vivre ensemble. Nous croyons que les gens, tous les gens, y compris les communautés religieuses, ont un destin commun et nous devons travailler pour ça. Chaque jour avec patience, mais profondité aussi. Donc n'avoir pas peur de la complexité du monde, mais aller de l'avant dans le dialogue. Et continuer à imaginer la paix. Merci Mauro, merci à vous, chers téléspectateurs et aux auditeurs de Fréquence Protestante. Portez-vous bien et à très bientôt pour un nouveau numéro du Face à Face.